encore. C'est parti, Nasrine. Khaled, ils ont accepté d'animer ce webinaire. Pourtant, il s'agit d'un jour férié. Par coïncidence, c'est la fête des martyrs. Et donc, une belle occasion pour échanger autour de cette belle Tunisie, de toute façon. Donc, voilà un petit clin d'œil d'Igihack, encore et encore. Qu'est-ce que d'Igihack? D'Igihack, il y a un hackathon 100% online. Une nouvelle expérience que nous sommes en train de vivre à la FSEG Mehdi, mais avec nos partenaires du tissu associatif, comme par exemple Tunisian Smart City, et M. Khaled représente bien cette association et toutes les initiatives derrière. Mais sinon, il y a aussi d'autres partenaires comme la Technopole de Sfax qui nous a toujours épaulés, le centre d'affaires Mehdi, Alizima Mehdi, et de toute façon DigiHack, Itani 20 qui a été pensé avec d'une façon collective, un ensemble d'étudiants, d'enseignants aussi, mais d'acteurs de l'écosystème, et ça montre un peu l'ouverture de l'université sur son écosystème. Bien sûr, les 20 compte parmi ses partenaires techniques et financiers, la fondation Hansaid qui nous a toujours épaulés également. Donc, le hackathon, pour ne pas accaparer la parole, et donc je vais faire vite, et bien, le hackathon, il est lancé autour d'une problématique terrain. Et donc, le hackathon, il est ancré dans le territoire. Et ben, on a choisi de travailler sur les municipalités, sur les communes. Et donc, nos candidats auront à présenter des solutions technologiques, mais au profit de la communauté et au profit des communes. Voilà, je passe la parole à Sitar Bin Youssef. Nous sommes très honorés aujourd'hui de vous compter parmi nous. À vous la parole, Sitar. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là, moi-même, je suis très honoré par votre invitation. Je n'ai pas réfléchi, j'ai immédiatement accepté et ça m'a fait énormément plaisir. Premièrement, il y a une grande équipe au sein de l'EFSEG qui fait du beau travail. Je connais pas mal de monde, des jeunes et des moins jeunes, qui font de l'excellent travail, et je suis très honoré d'être parmi vous. Ça, c'est une excellente initiative. Ça, premièrement. Deuxièmement, modérer un sujet pareil, une conférence pareille aussi, c'est un plaisir aussi pour moi. Je sais que nous sommes dans une situation au niveau du monde en général, suite à ce qu'on est en train de vivre, suite à la pandémie. On a montré le rôle d'éthique des technologies de l'information. L'éthique, c'est primordial pour faire avancer les choses. N'en parlons pas pour tous les citoyens, dans n'importe quel domaine. D'accord? Moi-même, je travaille sur notamment l'éducation, les sciences et la culture, étant donné que je travaille avec l'UNESCO et l'ALEXO, on a montré avec des indicateurs comment, sans l'éthique, rien n'a avancé. N'en parlons pas des aspects économiques et autres. Et là, on parle de la citoyenneté, de la participation des gens à la vie communale, à la vie des villes en quelque sorte, mais c'est très très important ce qui est en train de se faire. Donc je suis très très honoré de modérer ce webinaire. Nous avons une conférence, je pense, moi je l'ai vue aujourd'hui, j'ai pu consulter un peu les informations présentées par Sir Othman. Premièrement, je suis très honoré de faire sa connaissance parce que je suis en face de quelqu'un qui a travaillé sur le digital, c'est quelqu'un qui est expert dans le digital, qui est un enseignant universitaire en plus, qui est également qui est le coordinateur du programme national Smart City. Ça, c'est
c'est un travail sûrement intéressant et important. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à 2 ou 3 conférences sur le sujet et j'ai pu voir qu'il y a toute une équipe qui fait du beau travail, qui fait de l'excellent travail. Il est également il est également membre dans l'Institut des études stratégiques. C'est vrai que sans cet institut, l'institut permet aussi de préparer un peu une vision future sur tous les domaines, notamment dans le domaine digital. Si, Othman, après, je vous donne la parole sans accaparer trop, sans l'accaparer, je vous donne donc la parole et on vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Je vous remercie beaucoup, Madame Aker et Sibel Youssef, pour votre présentation et pour votre intérêt envers les travaux de l'association tunisienne Smart Cities au sein de l'Institut tunisien des études stratégiques. Effectivement, nous avons un certain parcours qui n'est pas, ça veut dire exempt d'embûches et de difficultés, mais aujourd'hui, nous réussissons à fédérer un certain nombre d'acteurs de l'écosystème, qu'ils soient publics, centraux ou locaux, mais aussi économiques et civils, dans le cadre d'une dynamique qui tend vers la programmation, la planification d'un développement sociétal durable et de l'aménagement urbain et de la digitalisation qui vont avec. Et ce, bien sûr, pour déterminer les performances sociétales nationales et donc améliorer la qualité de vie du citoyen à terme. Donc, je ne vous ai pas présenté, je vous ai pas préparé, enfin, j'ai pas prévu de vous présenter les documents qui peuvent être peut-être un peu plus détaillés, qui concernent le cadre stratégique du partenariat entre l'association et l'Institut. J'ai fait une synthèse que je vais vous diffuser dans un instant et j'espère qu'elle répondra à l'objectif d'abord d'inspirer les étudiants à développer des solutions digitales qui, vous le verrez, correspondent aux besoins qu'on a identifiés concernant la digitalisation de la gestion des services urbains, notamment par les municipalités. Et je reste ouvert à toutes les questions qui pourraient suivre la présentation. Donc, je vais partager mon écran. Alors, vous m'entendez toujours? Allez, prenez votre temps. Merci. Alors, c'est là. C'est bon, vous voyez bien? Parfait, pour moi, parfait, c'est bon. Ok. Alors, donc justement, j'ai prévu de vous parler du travail du bureau tunisien Smart Cities à l'Institut tunisien des études stratégiques à travers 3 points qui sont d'ailleurs certains des points de ce qu'on appelle l'analyse de la chaîne des valeurs stratégiques. Donc, les objectifs, pourquoi nous faisons ça, aussi comment nous comprenons la Smart City, puisqu'aujourd'hui, c'est une discipline qui est c'est un domaine ou un champ qui est multidisciplinaire et donc qui se prête à plusieurs compréhensions. Donc, c'est pour ça que nous allons prendre quelques minutes pour présenter notre approche. Ensuite, je vous parlerai de nos activités dans la mesure où cette approche-là, elle implique un cadre opérationnel sur le terrain. Et suite aux activités que nous avons réalisées, nous avons pu donc identifier certains besoins de digitalisation sur lesquels donc nous conclurons la présentation. Alors, pour commencer, j'aime bien la métaphore du corps humain. En fait, quand on dit Smart City, ce qu'il faut comprendre, c'est l'automatisation d'un certain nombre de fonctions en vue d'automatiser justement donc d'automatiser le fonctionnement ou le comportement d'un équipement qui de toutes les façons était là et allait être opéré par un être humain à la base. Et donc, en fait, le corps humain, il est smart parce que comme dans la ville, ou la ville comme dans le corps,
il y a un ensemble de systèmes qui fonctionnent en parallèle et qui sont caractérisés par la disposition de capteurs dans l'environnement. Et donc, ces capteurs-là, finalement, ils enregistrent des données qu'ils transmettent à un système de traitement de données qui, lui, est déjà paramétré pour déterminer le comportement pour déterminer le comportement ou le fonctionnement de l'équipement qui arrive en aval à partir de seuils, c'est-à-dire dans lesquels vont être classées les données qui arrivent. Donc, par exemple, on a le réflexe myotatique ou les barorécepteurs artériels ou encore le diaphragme dans l'œil qui, lorsqu'ils reçoivent des données sur la tension d'un tendon ou sur la pression artérielle dans les artères ou la quantité de lumière dans l'environnement, vont déterminer la contraction et le relâchement de muscles agonistes et antagonistes, la fréquence des battements cardiaques et donc l'ouverture du diaphragme. Et donc, quand on voit dans la ville, de la même manière, nous avons un certain nombre de services qui peuvent se prêter à l'exercice de l'automatisation. En l'occurrence, par exemple, c'est très important cette question des services parce que c'est vraiment un apport spécifique, c'est-à-dire ces services-là, ils existent, c'est pas nous qui les avons inventés, mais nous avons proposé une clusterisation d'un certain nombre de services qui sont en fait basés, cette clusterisation, elle découle d'un des principes de la digitalisation qui est la User Experience Design. Parce qu'effectivement, la technologie, elle a amené deux choses. La première, c'est l'instantanéité dans la transmission des données. Et la deuxième, c'est le fait que les usagers peuvent s'approprier les systèmes qu'on fait pour eux parce que justement, les systèmes sont conçus à partir de leur capacité perceptuelle. Et donc, si vous voyez dans les 7 secteurs que l'on propose, dans quelques-uns parmi eux, d'ailleurs pas dans tous, il y a des sous-secteurs. Et donc, c'est à partir de là que, quand on les organise de cette manière, on peut avoir un nombre limité de secteurs qui permettent aux citoyens donc, de savoir de quoi il s'agit, puisque effectivement, vous avez parlé aussi tout à l'heure de matrice et finalement d'une gestion des affaires publiques qui concerne ces acteurs, qui concerne ces secteurs, parce qu'effectivement, chacun de ces secteurs va avoir des performances économiques, sociales et environnementales. Et ce qu'on appelle développement durable, c'est finalement le fait que chacun de ces secteurs ait des performances qui soient optimales dans chacune des dimensions du développement. Et justement, l'automatisation et la digitalisation est déjà orientée vers l'amélioration des performances, puisque l'automatisation permet de gagner en réactivité et donc en beaucoup de choses, après en consommation de carburant, en consommation d'énergie, etc., qui fait que donc, ce sont ces performances qui sont améliorées. Donc, si on voit quelques exemples dans le détail, on va voir que, bon, en ce qui concerne la gouvernance, il y a plusieurs exemples, bien sûr. Il y a tout ce qui est le vote électronique. Aujourd'hui, il y a plusieurs machines qui permettent de voter dans les centres de vote à partir ça veut dire de dispositifs qui sont digitaux. Mais il y a aussi toute la partie logicielle. Là, quand je vous mets le logo de SAP, c'est bien pour dire que justement, quand on parle de matrice, quand on parle de système d'information, il y a une représentation de la situation qui est censée déterminer ce qu'on appelle la knowledge-based management et la evidence-based management, et qui donc, encore une fois, sont déterminants pour la performance. Pour la sécurité défense, il y a aussi plusieurs exemples. Alors ici, j'ai mis l'exemple du drone pompier qui lâche des boules d'extincteurs au-dessus des feux, déjà pour limiter la propagation en attendant que les forces arrivent. Mais on pourrait aussi parler de l'exemple des Chinois qui fournissent des lunettes intelligentes à leurs agents de police, comme les Google Glass, qui permettent en fait de faire de la reconnaissance faciale des passants et donc de savoir s'il n'y a pas un dangereux criminel recherché qui est en train de passer et qui donc devrait être intercepté. En ce qui concerne la santé et l'hygiène, il y a également plusieurs exemples. Ici, je n'ai pas tout mis parce que j'ai laissé aussi certains exemples à développer dans la partie des besoins. Donc, mais ça ne veut pas dire non plus que ceux qui sont ici ne sont pas censés vous inspirer pour développer des solutions.
Donc, en l'occurrence, ce qu'on voit dans la santé hygiène ici, c'est d'abord la poubelle connectée, c'est-à-dire qu'il y a des capteurs de poids qui permettent de savoir à partir d'un certain moment quand est-ce que la poubelle est remplie et donc quand est-ce que c'est efficient pour le camion de sortir relever et collecter donc les déchets. Il y a aussi l'irrigation des espaces verts qui donc dispose des capteurs hygrométriques sur le terrain, qui envoient l'information donc à un logiciel donc d'intelligence et finalement donc si l'hygrométrie qui arrive est inférieure à un certain seuil, l'intelligence va demander à la motopompe de s'activer et donc d'irriguer les espaces. Arrivé à un certain moment, l'hygrométrie sera suffisante et l'intelligence demandera à la pompe de couper. En ce qui concerne l'instruction et la culture, il y a aussi plusieurs exemples, notamment Babel, donc c'est une application pour apprendre des langues étrangères, et il y a aussi des exemples de visites de sites historiques ou voire même de certains musées en ligne et bien sûr aussi en réalité virtuelle ou réalité augmentée. En ce qui concerne l'alimentation et la finance, ici j'ai mis le logo de Alibaba, mais j'aurais très bien pu mettre aussi celui d'Amazon pour parler de la digitalisation de la logistique dans les hangars de ces géants de la distribution donc de produits en tout genre, notamment par exemple Amazon qui constitue les cartons à livrer dans lesquels il y a les livres que les personnes ont commandés avec des drones. Ça veut dire qu'il y a des rayonnages au sein de leur hangar et les drones ont des référencements avec des QR codes, etc. Ils savent chaque livre est à quel endroit et donc ils vont composer le paquet à partir donc d'un automatisé. Les bitcoins avec la blockchain, je pense qu'il n'y a pas besoin de développer. Airbnb, pareil. En ce qui concerne les transports et les télécoms, là j'ai surtout ça veut dire, je me suis surtout concentré sur les transports, puisque finalement, les télécoms, c'est la partie de développement, ça veut dire logiciel, et donc elle va concerner tous les secteurs. Tous les exemples qu'on a montrés ici sont à la base issus ça veut dire des technologies de l'information, de la communication. Mais quand on prend les transports spécifiquement, donc on va voir qu'il y a des feux tricolores qui sont reliés à des caméras qui permettent de savoir qui permettent en fait de réguler automatiquement les feux rouges, comme quand on a un policier qui est debout dans un carrefour et qui fait passer les voitures qui ont un feu rouge parce que de l'autre côté, il y a un feu vert et il n'y a pas de voiture. Donc, encore une automatisation. Il y a aussi l'éclairage des rues qui se fait à partir de lampadaires intelligents qui articulent plusieurs capteurs à cela, puisqu'ils articulent des capteurs de luminosité pour ne s'allumer que lorsqu'il n'y a plus de lumière, donc le soir, mais aussi des capteurs de mouvement pour ne s'allumer donc que le soir lorsqu'il y a quelqu'un qui passe. Il y a aussi bien sûr les abribus qui sont digitalisés puisqu'ils affichent les horaires d'arrivée, les temps d'attente des prochains véhicules, et ceci grâce à l'équipement en balise GPS, bien sûr, des bus. Alors, le dernier exemple, celui de l'affichage urbain intelligent. Pour l'instant, c'est encore un peu de la science-fiction, donc ça vous donne de la marge pour le développement. C'est une image extraite du film Minority Report. Dans le film, on reconnaît les usagers directement à partir de leur empreinte rétinienne, mais il serait tout à fait possible de penser à un panneau d'affichage qui fournirait un point d'accès réseau et qui, à partir de ce point, récupère des données des usagers qui sont connectés. Et donc, à partir des données qu'il récupère, il peut savoir quelle est la publicité qu'il a en mémoire qui correspond le plus au profil donc, du plus grand nombre de personnes dont il peut même détecter l'orientation, c'est-à-dire à partir du téléphone, il peut savoir si le téléphone est orienté vers le panneau ou pas vers le panneau, et donc faire passer les images qui correspondent au profil des personnes qui regardent vers le panneau. Alors ensuite, à part la couche digitale de la ville intelligente, ça veut dire la question de la connexion, la ville connectée, celle qui fait passer des données pour chacun de ces services, il y a une autre dimension qui permet tout autant d'optimiser les performances de la ville et donc d'atteindre un nouveau plateau en termes de performance. Si la digitalisation permet d'atteindre un premier plateau, la refonte
ça veut dire dans les contextes où les configurations urbaines ne sont pas de meilleure performance et donc vont permettre d'atteindre un deuxième plateau. Et donc, la réflexion ici est très simple. De la même manière, nous disons que les outils de l'aménagement urbain sont, comme vous le voyez, les équipements, les réseaux, excusez-moi, les équipements socio-collectifs de services, les réseaux de mobilité et les tissus d'habitat. Chacune de ces composantes systémiques admet des variables, des facteurs ou des déterminants. Et donc, chacune de ces variables admet différentes configurations possibles. Je ne vais pas trop tarder là-dessus parce que ça veut dire que ce n'est pas la partie proprement digitale, mais je pense que c'est important parce que c'est relié aussi à la question des secteurs qu'on a vu tout à l'heure, le secteur de service. Et donc, chacune de ces variables admet plusieurs configurations différentes qui donc ont forcément des performances différentes et qu'on peut donc classer dans un ordre de performance. Et à partir de ce qu'on appelle le champ des possibles, il est possible donc de réaliser une analyse de situation qui plus est accessible au plus grand nombre. Et c'est en ça que c'est un outil adapté à l'élaboration des politiques publiques, puisque les citoyens et parfois même un grand nombre de politiciens ne sont pas outillés en matière d'urbanisme et il s'agit de pouvoir leur transmettre les enjeux de la manière la plus simple, toujours dans la user experience. Et donc, vous voyez ici que nous arrivons à deux modèles un peu antinomiques, diamétralement opposés en termes de performance. Le modèle le moins performant, vous voyez en haut, c'est celui de ce qu'on appelle la ville gentrifiée, congestionnée et étalée, c'est-à-dire la ville dans laquelle tous les équipements sont concentrés dans des quartiers historiques qui sont généralement centraux, et donc ils font qu'il y a une différence de valeur du foncier. Et ça, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'à un certain moment, si vous voulez, ici, dans le secteur hygiène, dans lequel il y a gestion des déchets, assainissement et aménagement urbain, il y a une technologie qu'on appelle les tables tangibles et qui permet de visualiser l'impact de la variation de certaines variables sur d'autres variables. Et donc, ici, c'est notamment ce qu'on voit, c'est-à-dire que lorsque les équipements sont concentrés en un point, la valeur du foncier dans ce point devient très importante et il y a des grandes disparités avec sa périphérie. Et donc, du coup, il y a une ségrégation socio-spatiale, c'est-à-dire que les plus riches peuvent se permettre d'habiter dans le centre parce qu'ils ont les moyens. Et comme ils sont riches, en fait, ils se déplacent le mieux et ils ont le moins besoin de se déplacer. Alors que les plus vulnérables peuvent le moins bien se déplacer, sont obligés d'habiter en périphérie, donc sont ceux qui sont le plus obligés de se déplacer. Et donc, nous avons ici des problématiques de justice spatiale. Alors, il y a aussi d'autres problématiques, comme celle des réseaux concentriques, qui sont la forme du roi de France. Donc, au-delà de la violence symbolique qu'ils imposent, puisqu'ils imposent une identité, une culture, donc ils inhibent l'expression des cultures locales. En fait, ils ont des problématiques de disparité de connectivité, puisque quand on voit le nombre de mètres linéaires de réseau dans la partie centrale, elle est de loin supérieure à la quantité de réseau en périphérie. Et donc ça impose le fait que ceux qui habitent en périphérie se déplacent en voiture pour venir vers le centre. Du coup, quand tout le monde vient vers le centre en voiture, ça fait de la circulation. Et d'après le témoignage de plusieurs, d'ailleurs un des derniers, c'était M. Sahnoun, qui est le directeur de Bus Software, qui est une société qui produit donc des capteurs IoT et toute une billetterie digitale, et qui nous a fait part de son expérience en disant que il ne suffit pas de digitaliser le transport pour optimiser ses performances, puisque si on digitalise le transport, vous saurez quand le bus arrive, mais quand le bus arrive et que vous montez dedans, il y a de la circulation derrière. Et donc, même si, par exemple, la digitalisation permet d'optimiser la distribution des bus, par exemple, des fois, il y a une surfréquentation du bus qui est remplie et il n'y a qu'un seul bus qui circule. Et par ailleurs, il y a d'autres moments dans lesquels il y a des bus qui circulent vite. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il vaut mieux faire, avec la big data et avec l'analyse donc, des données, on peut programmer 2 bus au moment où il y a plus de monde et pas 2 bus là où il n'y en a pas. Et finalement, le dernier point,
c'est le tissu d'habitat. Comme vous voyez, lorsqu'on fait de l'habitat qui a une faible densité, on consomme plus d'espace rural et naturel. Et, et du coup, quand on est étalé, justement, c'est parce qu'on fait des, de l'habitat de faible densité dans le centre, ce qui implique que les vulnérables se logent en périphérie. Et donc, du coup, il y a cette question de la ségrégation socio-spatiale, mais en plus, ça augmente le besoin de déplacement qui, lui, est polluant. Donc, sur les 3 points, économique, social et environnemental, c'est moins performant. Par contre, la forme la plus performante de la ville, c'est celle qui redistribue les équipements de service d'une manière uniforme sur la tâche urbaine, d'ailleurs le long de l'axe médian, puisque c'est celui qui est le plus proche de tous les points, et ces équipements sont organisés par pôle de droit. Comme on a vu tout à l'heure, ce qu'on appelle des secteurs d'activité, c'est-à-dire ce qu'on peut considérer d'un point de vue économique, on peut aussi le considérer d'un point de vue social, puisque ces secteurs sont des secteurs de services de base et que le projet d'une société durable, c'est une société dans laquelle toutes les catégories socio-professionnelles ont accès à une qualité minimale, conventionnelle, qui a été définie pour chacun de ces services. Et donc, le fait de structurer la ville ça veut dire le long des équipements de service, qui eux sont des pôles distincts les uns des autres, non seulement ça permet de garantir que tous les services sont là, mais en plus, ça fait que la ville communique sur son intention de s'acquitter de son obligation institutionnelle. Alors, pour passer rapidement à nos activités, en fait, nous avons un cadre stratégique. Donc, il y a une vision, un impact, des axes, des effets, etc. Et donc, quand on arrive à la fin, il y a des produits et des activités. Ici, je vous donne une activité par produit. Donc, pour le premier produit qui est le plaidoyer, donc c'est de la sensibilisation aux enjeux et aux expériences qu'elles soient locales ou internationales en matière de Smart Cities. Nous organisons plusieurs activités, dont une qui est la caravane nationale d'information, que nous avons réalisée à 3 reprises, entre 2019 et début 2020, où nous avons pu visiter 60 villes. Donc, c'était à chaque fois 10 jours et il y avait 2 villes par jour. Et à chaque étape, il y avait, comme vous le voyez sur la 3e image, toute la logistique et la charte graphique de l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés. Nous avons présenté l'expérience de Bizerte, notamment en Tunisie, mais aussi les expériences internationales, les enjeux en termes de consommation d'électricité, de métropolisation des territoires, de transformation sociale ça veut dire des populations, puisqu'il va y avoir plus de tribalité, plus d'universalité, etc. Vous pourrez trouver des vidéos de nos passages sur Internet. Et donc, le dernier moment, nous présentons une proposition sommaire d'interprétation, finalement, de refonte urbaine et de digitalisation de la ville, tout en donnant le temps aussi à nos partenaires de présenter leurs produits et services, leurs biens et services. Généralement, c'est plutôt des... Bon, il y a BWS qui produit des capteurs aussi, donc il y a aussi des biens. Et donc, nous les mettons en contact et nous avons, grâce à cela, réalisé plusieurs... Nous avons réalisé plusieurs opérations. Excusez-moi, je ne sais pas si je peux couper l'appel. Ça va rester sonné comme ça. Voilà. Bon, j'espère que ça ne vous dérange pas, vous m'entendez toujours? Allô? 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 Oui, c'est Othman, allez-y, on vous écoute. Ok, excusez-moi. C'est bon, allez-y. Okay, bon. Merci. Donc, c'était pour vous dire que nous avons réussi donc, à faire plusieurs. Nous avons réussi à donner des marchés publics finalement à nos startups et à leur expliquer l'ensemble des services digitaux qui sont fournis par les acteurs les plus importants, ça veut dire pour l'instant de l'écosystème. Notre deuxième activité, notre deuxième produit qui est la production de savoir. Bon, généralement, on aurait pu en parler avant de plaidoyer, parce que généralement, on produit du savoir et à partir du savoir, on fait du plaidoyer. Là, j'ai peut-être inversé les planches. Nous avons réalisé un guide d'implémentation de la Smart City.
Et il faut savoir que ça découle aussi d'une demande qui a été faite par le ministère des Affaires locales. Bien sûr, nous avons aussi plusieurs partenaires institutionnels, plusieurs ministères qui étaient partants avec nous. Et donc, nous avons réalisé avec eux donc, ce guide qui permet de mieux comprendre justement l'articulation entre l'urbanisme et la telco dans la ville intelligente. Ça veut dire à partir des problématiques spécifiques de chacune et des exemples de pratiques performantes à l'échelle internationale pour synthétiser justement sur nos axes donc, qui sont relatifs au service. Ensuite, nous avons préparé un kit de déploiement, un kit méthodologique de déploiement de la Smart City qui donne donc la boîte à outils de programmation et de planification donc de programmation prospective et de planification stratégique du développement et de l'aménagement, avec une composante sur le montage de projets, donc pour opérationnaliser les visions que nous réalisons avec les bénéficiaires. Et donc cela se traduit finalement par l'image que vous voyez au centre là, donc qui est les 14 points, là j'en ai mis que 10, mais donc il y a les 3 qui sont des visions et des catalogues, et puis ensuite ce sont des plans sectoriels. Et donc, ça nous permet de… En fait, quand on donne une vision, on anticipe les catastrophes qui se font, parce que généralement, jusque-là, quand on fait une révision du PAU, comme il n'y a pas de cahier des charges qui est la vision en amont, ce qui se fait, c'est les catastrophes d'extension du périmètre pour faire des zones ségrégées. Et puis, à la fin, une petite conclusion sur nos réalisations, pour parler aussi donc un peu de notre légitimité à parler de tout ça, puisque nous avons organisé plusieurs congrès internationaux, où nous avons mobilisé donc, des experts qui sont venus nous parler des approches qui sont réalisées à l'échelle internationale et aussi notamment M. Bilal Jamous qui est à la Union internationale des télécoms, International Union for Telecommunications. Et donc, grâce à lui, nous avons une entrée pour réaliser les audits U4SSI, ça veut dire United for Sustainable and Smart Cities. Et nous en avons déjà réalisé 2 en Tunisie. Et pour l'année 2021, il y a aussi plusieurs villes qui sont programmées pour réaliser leur audit. Ensuite, du point de vue plus spécifique du bureau d'études, qui est aussi derrière un des partenaires de l'association, il y a plusieurs exemples, notamment le dernier, les Perles du Lac, donc Auberge du Lac, qui est donc un espace dans lequel, au-delà de ce dont je vous ai parlé comme opportunité de digitalisation, qui contient ce qu'on appelle un circuit de refroidissement collectif qui lui-même est automatisé. C'est-à-dire qu'il y a une composante collective de la thermique urbaine et cela permet donc une meilleure appropriation de l'espace public à tout moment. Enfin, notre 3e produit, donc, qui est le renforcement de capacité. Donc, après avoir réalisé du plaidoyer, vous êtes très content. Oh là là. Donc, à partir du savoir produit et du plaidoyer, nous mobilisons donc les villes pour s'inscrire dans un processus donc d'élaboration d'une vision et nous les accompagnons à l'évaluation et la mise en œuvre des plans, c'est-à-dire que nous ne les lâchons pas après les visions, mais nous continuons la réception des travaux des bureaux d'études après l'adjudication des marchés d'études. Et donc, nous avons réalisé plusieurs, comme vous le voyez ici, qui se sont toutes appropriées donc la logique de la redistribution des équipements, parce que c'est vraiment, c'est la ville, c'est une interprétation même de théorie internationale, on pourrait appeler ça la Human Rights-Based Approach to Urban Programming. Bon, maintenant, nous arrivons dans le cœur du sujet, et donc, quels sont les besoins en matière de digitalisation des villes que nous avons accompagnées. Alors, si on les reprend par secteur, donc ici, on va voir que pour le premier secteur de la gouvernance, excusez-moi, alors, il y a des villes qui ont exprimé le besoin directement, et nous, comme on est un programme national, eh ben, on essaye de faire profiter toutes les villes de tous les projets. Ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est une ville qui a demandé un logiciel ou une application comme un tableau de bord des performances de chaque secteur par territoire que la solution va être dédiée uniquement à cette ville. Mais nous sensibilisons les autres villes à l'importance de s'approprier ce type de dispositif.
Donc ici, comme vous le voyez, donc c'est une matrice, c'est un système d'information, c'est une base de données dans lesquelles il y a les différents secteurs et vous voyez comment on clusterise en fait, par exemple ici, gouvernance, bon, il y en a plusieurs. Dans hygiène, je vous en ai parlé. Instruction, c'est tout ce qui est éducation, enseignement, formation. Culture, c'est tout ce qui est sport, art et religion. Alimentation, c'est tout ce qui est agriculture, industrie, commerce, emploi. Et le reste, c'est individuel. Et donc, nous avons aussi des indicateurs, puisque quand on parle de performance économique, nous allons parler d'un certain niveau de production et de valorisation des richesses et des ressources territoriales. Lorsque nous parlons de performance sociale, c'est une question d'accès à une qualité de service par catégorie socio-professionnelle. Et d'un point de vue environnemental, c'est l'empreinte écologique et l'anticipation, soit la résistance ou la préparation au risque. Et donc, la matrice, c'est, si vous voulez, le back-office, mais en front-office, il faut des options d'affichage qui soient adaptées au public. Donc, notamment, il peut y avoir des tableaux ou des histogrammes ou des courbes, quoi. Mais aussi, il est possible d'avoir le format météo. Et donc, vous pouvez choisir, comme vous le voyez ici, santé sociale actuelle. Donc, si vous cliquez sur santé, ici, bien sûr, c'est une image, nous n'avons pas vos compétences en développement informatique, mais ce qu'on aimerait, c'est que en cliquant sur santé, on ait une liste déroulante et on choisisse le secteur qui nous intéresse. En cliquant sur social, on a une liste déroulante qui nous donne l'ensemble des performances qui nous intéressent. Et en cliquant sur actuel, on a un quatrième axe ici qu'on pourrait mettre, qui serait donc celui de la temporalité, où nous pourrions voir les performances sectorielles à l'instant T, ou s'il est possible aussi de nous concevoir un module prospectif qui permettrait en fait de visualiser, donc d'une certaine manière de simuler l'impact des décisions qui sont programmées. Et donc, s'il y a un ensemble de solutions possibles, ce qui serait bien, ce serait de pouvoir classer ces solutions dans un ordre de pertinence, c'est-à-dire de cohérence entre leur impact et le besoin. C'est-à-dire que si on dit que notre besoin, c'est de réduire les disparités, par définition, toutes les décisions qui vont augmenter les disparités seront interdites. Et puis, celles qui réduisent les disparités, s'il y en a trois, elles sont classées dans l'ordre de celle qui réduit le plus à celle qui réduit le moins. Et donc, nous pouvons voir les scénarios ici aussi, comment ils s'articulent. Un deuxième besoin qui est dans le secteur de l'hygiène, le sous-secteur de l'aménagement urbain. Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de me regarder en live là. Donc, en ce qui concerne les commissions techniques et le travail des services techniques de la municipalité, les services d'urbanisme de la municipalité, il y a deux opportunités de digitalisation. La première, c'est l'instruction des permis de construire. Comme vous voyez, là, j'ai mis une image de commission. Et donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe. À chaque fois qu'un architecte dépose un dossier de permis de construire, il y a un ensemble de personnes qui se regroupent et qui posent un calque sur son plan pour savoir s'il a bien respecté un retrait de 4 mètres, si la surface qu'il propose est cohérente avec les besoins avec les prescriptions des cahiers des charges en matière de coefficient d'occupation des sols et de coefficient d'utilité foncière, de hauteur maximale, etc. Et donc, il y a des intelligences artificielles qui permettent de pré-instruire les dossiers de permis de construire de telle manière à faire gagner du temps aux commissions qui parfois se retrouvent avec plusieurs centaines de projets par mois et donc mettent plus de temps à les instruire. Et donc, ça a un impact négatif sur la productivité du pays puisque les personnes restent à attendre des autorisations au lieu de travailler. Par ailleurs, il y a aussi le drone équipé de lidar. Donc, comme vous savez, le lidar, c'est un radar à lumière, enfin un photon, je ne sais pas exactement ce qu'est le système. En tout cas, il permet de mesurer, c'est un laser, il permet de mesurer des distances. Donc, le drone, quand il se déplace, il est géoréférencé, il sait à quel endroit il se situe. Donc, quand il envoie son laser, il peut savoir si l'édifice a bien respecté le retrait qui lui était autorisé dans le document, dans l'autorisation de bâtir, ou s'il a contrevenu à la règle de droit, et donc s'il doit être sanctionné. Et donc, normalement, il y a effectivement des équipes qui se déplacent sur terrain pour réaliser ce genre d'opération, mais effectivement, quand on instruit plusieurs centaines de projets par mois,
on n'a jamais suffisamment d'équipes pour instruire tout le monde. Du coup, il y a des dépassements qui ne sont pas relevés. Alors ici, on est toujours dans l'aménagement urbain, puisque ça concerne l'aménagement des places publiques. Ici, c'est ce qu'on appelle des environnements intelligents, c'est-à-dire que il y a un vidéoprojecteur qui projette sur le sol. C'est un peu comme les tableaux intelligents qu'on a aujourd'hui. Vous avez le vidéoprojecteur qui projette sur le tableau, et quand vous écrivez sur le tableau avec votre main et le stylo spécial, eh bien, il y a une reconnaissance qui fait que il y a une écriture qui se fait. Ici, c'est la même chose. On peut jouer au foot à deux sans aucun équipement matériel lourd, si vous voulez, mais uniquement avec un vidéoprojecteur spécial. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités dans ce sens. On peut penser même à des ping-pong et tous les jeux qui nous intéressent. Aussi, alors ça, c'est plutôt dans le sud. Là, on est passé dans le secteur de l'alimentation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la municipalité, et ça, c'est vraiment ressorti dans le sud. En fait, dans le sud, avant, ils avaient ce qu'on appelle le maître des eaux. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est responsable du bien public. Ça veut dire qu'il avait des outils, il avait un certain nombre de choses qui lui permettaient de réguler le travail collectif. Alors aujourd'hui, si on dit par exemple un drone de culture du palmier, en quoi ça concerne la municipalité? Certes, la municipalité n'a pas de palmeraie ni de, ça veut dire de terrain qu'elle construit. Et encore aujourd'hui, avec la réforme de la décentralisation, les autorités décentralisées sont autorisées à avoir des projets économiques et à être des acteurs économiques pour avoir plus de budget, justement pour alléger la charge sur l'État central. Et donc, du coup, même si elle n'a pas une palmeraie, elle peut avoir un équipement qu'elle met en location. Et c'est en ça que la municipalité redeviendrait un peu ce maître des eaux qui peut se permettre de faire des investissements qui servent à la population qui va la louer. De la même manière que la municipalité peut aménager un marché temporaire dans l'espace public, elle peut louer des locaux commerciaux, etc. Elle peut aussi avoir un certain nombre d'équipements qu'elle loue à l'heure et qui facilitent la vie et qui réduit la mortalité des cultivateurs de palmiers dattiers. Sachant qu'aujourd'hui, le métier est tellement dangereux que les jeunes ont de moins en moins tendance à s'engager. Et donc, du coup, nous risquerions de perdre un des avantages comparatifs de notre pays, sachant que la Tunisie est un des premiers producteurs de dattes dans le monde. Et donc, du coup, en plus, comme les jeunes sont des digital natives, c'est qu'ils sont férus de technologie, ça veut dire il y a de la marge aussi pour l'appropriation de ce type de projet. Alors, toujours dans l'alimentation, il y a un besoin qui nous est remonté, en matière de, toujours dans l'esprit de la municipalité en tant que maître des eaux. Seulement, cette fois, ce n'est plus le drone, c'est une puce qui peut aussi être louée. Le problème aujourd'hui, c'est que cette puce, elle coûte plusieurs milliers de dollars et elle est réservée à des usages militaires. Il y a de la géolocalisation, par exemple, pour suivre les bus ou la flotte même d'opérateurs privés, mais ces boîtiers restent trop gros et en fait, ils ne peuvent pas servir à suivre les animaux, puisque des personnes qui tenteraient de voler les animaux peuvent les identifier très rapidement et les court-circuiter. Alors que s'il y a une puce qui est implantée, il est toujours possible de suivre le troupeau et donc même de limiter le vol, puisqu'il suffirait de mettre une pancarte « Attention les moutons ». Il suffit d'en équiper un seul d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs. Et je peux vous dire que ça, c'est un des projets les plus porteurs. Parce qu'en fait, en Europe, les puces, c'est des puces RFID. Elles servent plus à l'identification des animaux qu'à leur tracking, parce qu'il n'y a pas de problématique de vol. En Tunisie, nous avons un gros problème en matière de vol du bétail, que ce soit les vaches ou les moutons, et donc je peux vous dire que vous avez un marché en or entre vos mains. Alors pour conclure, donc le dernier point, c'est dans le secteur du transport. Ici, ce sont des applications de référencement des places de parking. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit il y a des caméras qui ont donc la reconnaissance pour savoir si la place est libre ou pas. Et donc, après, il y a un traitement qui vous amène, vous en tant qu'utilisateur, sur une carte pour vous dire où se situent les places libres. Ou encore, avec des capteurs O2, ça veut dire au niveau de la place de parking, qui fonctionnent par laser. S'il y a une voiture au-dessus, la lumière va revenir très rapidement
du moins plus rapidement que s'il n'y a pas de voiture, puisque le laser va toucher le plafond et revenir, et donc le capteur saura qu'il n'y a pas de voiture et que la place est libre. Voilà, je vous remercie. Merci J'espère que beaucoup. je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, Sir Ahmed. Vraiment, c'était une conférence assez intéressante. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, vous avez déjà, lors de votre intervention, parlé de la définition, en quelque sorte, de la Smart City à travers 2 ou 3 exemples. Vous avez parlé aussi de la réalisation du programme national aussi, de Smart City aussi. Et vous avez également parlé des besoins de la digitalisation identifiée. Alors, moi, je vais essayer de vous poser une question par rapport à ce qui se passe actuellement, en quelque sorte. Est-ce que vous pensez qu'une ville intelligente peut, et ça peut éventuellement, pour ceux qui vont nous suivre, comprendre un peu le concept en quelque sorte, est-ce que c'est plus simple pour une ville intelligente de mettre en œuvre facilement le protocole sanitaire actuellement mis en œuvre pour minimiser, pour ne pas dire arrêter la propagation de la pandémie, du virus lui-même. Ça, c'est un peu ma première question, en quelque sorte. Vous voulez les poser toutes ou je réponds une par une? Quand vous voulez, quand vous voulez, quand vous voulez. Peut-être je peux répondre rapidement à celle-là pour vous laisser le temps de poser d'autres. D'accord, allez-y. OK. Je vous remercie pour cette question. Effectivement, elle est d'actualité et j'en ai pas, ça veut dire que je ne l'ai pas beaucoup évoqué malgré le fait que nous soyons là justement parce qu'il y a Corona. Sinon, on aurait été peut-être en live à Mahdi. C'est un plaisir de vous rejoindre. Mais effectivement, en fait, j'en ai pas trop parlé parce que ça n'est pas structurant. Alors aujourd'hui, on veut nous faire tout un tintouin, etc. Il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques derrière l'histoire de Corona et même la question de la ville dense a été attaquée par Corona, puisqu'aujourd'hui on nous dit les villes les plus denses sont celles où la propagation se fait. Mais de toutes les façons, il faut savoir que la ville avec un grand V, c'est la ville dense. La ville qui n'est pas dense, c'est pas de la ville. C'est un endroit dans lequel on parque des animaux qu'on va sacrifier dans pas longtemps. La ville peu dense, ça veut dire c'est contre l'intérêt général, ça veut dire c'est pour l'intérêt d'un certain nombre de personnes. Alors pour revenir directement à la question des technologies sanitaires, alors, on a vu plusieurs exemples au cours de la pandémie l'année dernière, notamment en Chine. Les Chinois, ils ont vraiment innové, ils se battent dans ce domaine. Alors, ils ont remplacé, par exemple, les agents de police par des drones. Donc, au milieu d'un carrefour, vous n'avez plus un agent de police qui est debout au milieu de la chaussée pour faire passer les voitures. C'est un drone et il a un écran. Et je ne sais plus c'est pourquoi les feux, ou pour dire que certaines routes étaient barrées ou quoi, il y avait même des drones qui font les tests. Ça veut dire, en fait, et la technologie, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de libérer l'homme de ce qui est fatigant ou dangereux. Ouais, tout à fait. Donc les robots, ils ont remplacé l'homme pour faire les tests, pour laver le matériel médical, pour s'occuper des personnes malades. Les applications sont infinies. Alors, tout ce qui est faisable par l'homme et qui est ce n'est même plus uniquement ce qui est répétitif et machinal comme dans l'ancienne révolution industrielle. Aujourd'hui, des métiers comme, ça veut dire la médecine, le droit, l'architecture, sont paupérisés. Moi, j'ai parlé du protocole. En fait, je ne parle pas de l'aspect santé. Je parle du point de vue comportement humain lui-même. Vous savez, c'est à ce niveau-là. Il y a sûrement… déjà, vous avez évoqué le fait, par exemple, d'avoir dans des parcs bus, vous avez un peu l'horaire du bus qui arrive. Vous savez combien de nombre de personnes qui peuvent y accéder
pour ce protocole. Donc, finalement, ce qui est sûr, moi je pense, et je ne suis pas vraiment je suis pas spécialiste du domaine, mais je sais pertinemment que ça va faciliter énormément des choses par rapport à ce qu'on est en train de vivre, c'est sûr. Mais ça m'emmène à un deuxième point, si vous permettez, c'est que dans tout ça, il y a une culture aussi. Il y a une culture qu'on ne doit pas oublier. Le comportement humain, il ne change pas avec la mise, le fait d'intensifier la technologie. Mais le comportement, c'est une culture. Alors, dans notre cas ici, on veut créer des villes intelligentes. On doit préparer les gens à ça, en fait. Les jeunes, ce qui est extraordinaire, les jeunes, déjà, ils sont déjà plus ou moins adaptés, ou ils sont très adaptés. D'ailleurs, lorsque vous voyez un peu les indicateurs sur l'accès aux technologies de l'information, vous prenez le taux d'accès d'un pays quelconque, vous allez le trouver vers 40-50%. Vous allez voir les jeunes qui ont 15-24 ans, vous allez trouver 80%. Donc, les jeunes sont déjà connectés, ils sont prêts. Mais la population, en général, des fois, n'est pas prête. Notre culture, notre façon de se comporter, notre indiscipline, et j'insiste là-dessus, est-ce que ça va permettre de réussir ça? Donc, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Voilà, c'est ma question. Alors, effectivement, d'abord, il faudrait aussi relativiser, puisque même si la connectivité des jeunes est supérieure à la moyenne de toute la population, mais il y a aussi des régions dans lesquelles, ça veut dire les jeunes, et ça veut dire des régions et des catégories sociales qui sont moins favorisées que d'autres. Tout à fait, notamment les personnes handicapées, les zones rurales, ou et les femmes, d'ailleurs, il y a des études. Je pense que c'était la Banque mondiale qui a montré que l'accès à la technologie très jeune permettait d'avoir de meilleures conditions de vie plus tard. Et notamment le faible accès des femmes à la technologie par rapport aux hommes. Mais pour revenir à la question peut-être plus fondamentale que vous posez sur celle finalement de la discipline, je pense qu'effectivement, ça peut apporter parce que la technologie, finalement, elle permet une présence. La technologie, c'est un peu l'ubiquité. C'est le fait d'être à plusieurs endroits, au même moment. Et donc, aujourd'hui, quand vous voyez toute l'indiscipline, elle vient de quoi? Les gens, ils disent, il n'y a pas de flic, il n'y a pas la sécurité, il n'y a personne qui va vérifier, il n'y a personne qui va sanctionner. Donc, on se permet. Par contre, si on va mettre une caméra au-dessus du feu rouge qui va relever votre plaque d'immatriculation si vous grillez le feu rouge, eh ben, vous verrez que plus personne ne le fera parce qu'ils vont recevoir l'amende. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sans même arriver à des solutions très difficiles, les radars qu'on a sur la route, oui. Les radars automatiques. Il y a un comportement sur l'autoroute qui change, oui. Voilà. Bon, des fois, il faut se dire que ça peut provoquer des accidents parce qu'ils arrivent à haute vitesse et quand il y a le radar, ils freinent. Et donc, des fois, ça peut être contre-productif. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi trouver un juste milieu. Et c'est vrai qu'à un certain moment, la technologie, comme elle est universelle à un certain moment, elle peut mener vers une standardisation des comportements. Mais je ne pense pas non plus qu'on puisse en arriver jusque-là parce que finalement, chacun va s'approprier de la technologie comme il est habitué à vivre et donc il va rester quand même une part de singularité. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si encore on a un peu de temps ou pas. L'organisation. Oui, bien sûr, c'est tard. Oui. D'accord, merci. Bon, c'est tard. Oui. Est-ce que vous avez une question, Nesrine? Oui, en fait, j'ai une question, Monsieur Othman. Allez-y. C'est tard. Madame. Je vous en prie, allez-y. سي عثمان عايشك حكيت بكري على الجيد دامبليمونتاسيون تاع لي سمارت سيتي بربي ce guide est-ce qu'il fait l'objet d'une documentation معناها موجود le document ou est-ce qu'il est accessible, est-ce qu'il peut être accessible مثلا les intervenants ولا au public ولا لا؟
Bien sûr, oui. Bon, là, on est en train de peaufiner le dernier virage, ou la dernière ligne droite avant le banc à tirer. Mais il est fini depuis un certain temps. Là, c'est Ekher Trouchika, normalement, d'ici la semaine prochaine, il devrait être publié. Parfait, super. دونك نجموا les intervenants نتاعنا ياخذوا عليه فكره خاطر جو بونس اللي هو ينجم يعطيهم plusieurs idées معناها فما زاد دوكيومون اخر انت حكيت عليه اللي هو les besoins de digitalisation qui ont été identifiés. Oui. Les besoins de digitalisation, est-ce que c'est un document aussi? Il fait l'objet d'un document aussi. En fait, les besoins, ils ont été... Les besoins ont été... les besoins de digitalisation, si c'était un travail qui a été réalisé, il va contenir les problématiques اللي موجودين عندنا في les villes en Tunisie. Ou le guide d'implémentation de Smart City, ça sera très intéressant les intervenants pour s'inspirer les problèmes les موجودين. Oui, tout à fait. Alors, en fait, pour répondre à votre première question, les projets, si vous voulez, qui ont été répertoriés dans la troisième partie des besoins identifiés, ils ont été identifiés au cours des ateliers qui ont été faits au niveau des villes. Comme en 2019, l'été 2019, on a fait 5 villes, voilà 6 villes. Et donc, c'était le format court, c'était pour l'instant une journée. Donc, on arrivait, on faisait un tour de table, ils parlaient de leurs problèmes, et puis après, on leur présentait un peu les parties théoriques de qu'est-ce que la prospective urbaine, le développement, tout ça. Et puis après, on faisait des exercices sur le terrain. Donc, il y avait une partie où on arrive à la refonte urbaine avec quel va être le schéma de cohérence urbaine pluridécennal, duquel la planification sera une segmentation. Et en parallèle, il y a un catalogue de projets, des projets donc qui sont sur le plan. Et donc, ça veut dire, par exemple, il peut y avoir sur le plan un projet qui s'appelle piétonisation du centre-ville, ou aménagement d'une place publique, ou je sais pas, ça peut aller jusqu'à le fait de sortir, par exemple, à Bizerte, il faut sortir la raffinerie de pétrole qui est en plein centre-ville pour en faire un data center. Parce que Bizerte, c'est la ville qui est au nord de l'Afrique et il y a tout un enjeu de relier l'Afrique au câble ensouillé de télécom depuis le port de Marseille. Je ne sais pas si vous savez, aujourd'hui en Tunisie, le GSM, il passe par Marseille. Quand vous appelez pour appeler quelqu'un qui est de l'autre bout de la rue, ça veut dire le logiciel qui vérifie que vous avez payé, que vous avez de l'argent, que vous êtes bien suivi, etc. Il passe par Marseille, revient. Et au Marseille, le port numérique de Marseille, il produit de la valeur autant que la partie logistique du port de Marseille, 8 milliards d'euros par an. Donc, il y a le plus important dans ce qu'on a dit, oui, c'est la clusterisation par secteur. Alors, si je vous demande, je vous dis, de quoi on parle? Quelles sont les composantes des affaires publiques? تنجم تخرج لي 40 وزارة، تنجم تعمل ريبورتينغ انت ومونيتورينغ على ان انسامبل اللي فيه 40 éléments، ما تنجمش تبيع وتضيع اللي معك. باغ كونطخ كي تبدا تقول شو معلم، نحن عندنا 5 6 نقاط، هذوما راهو يلزمهم اقتصاديا ماكس واجتماعيا ماكس وبيئيا ماكس. وقتها ديجا نجموا نركزوا مع بعضنا. دونك مادام ما عندناش حاجه اللي هي يوزر فريندلي اللي تنجم تقول طب كان نعملوا les analyses performantielles نتاع الماتريس هذه، تنلقاو مثلا اللي الgouvernance ضايعه برشا خاطر elle consomme beaucoup, elle produit rien. Ou d'ailleurs, ce qu'elle produit comme des lois, ça ne rapporte pas de l'argent. Mais c'est une loi, par exemple, le climat des affaires. Donc, en votant une loi de protection contre la pression concurrentielle, elle limite le développement économique. Donc, la gouvernance déjà rate. Et pour plusieurs causes, sécurité défense, bon, on ne va pas produire des services. Voilà. Après tout, les Américains, là, ils ont privatisé l'armée. Ils ont des corps armés qui vont se battre, des mercenaires à la place de leur armée dans les pays où ils sont. La santé, on est performant. On est un acteur international.
On a des cliniques privées de partout, toute l'Afrique, toute l'Europe, le climat, pour le tourisme médical. L'instruction, pour le privé, ça va, le public, c'est pas génial. Le privé, kiff, on est un acteur international, sauf tous les étudiants africains et européens internationaux qu'on a. Oui, المشكله كي تعمل ماتريس هذه تفقد مشكله اساسيه اللي هو مثلا كي تشوف المخطط الخماسي 16 20 نتاع تونس لوبجيكتيف نتاعو ايكونوميك هو لو اوف شورينغ ديجيتال معناتها نحن كيان الاقتصاد كله ايبر بيرفورمون نقصنا اون بتيت كوش دو ديجيتاليزاسيون باش نوليو سنغافور الوغ كو نحن كي تشوف l'alimentation عندنا le tiers de la quantité d'eau nécessaire pour un niveau minimal de développement. On est en pénurie hydrique, on est pire que la pauvreté. On est en dessous de 500 mètres cubes par habitant par an. وقت اللي نحن عندنا 60% صحراء نجموا ننتجوا طاقه 365 jours وعندنا 1200 كيلومتر سواحل نجموا نحليوا المياه كل نهار وعندنا مليون مواطن شغل وقت اللي toute la chaîne de valeur mais la production des outils de production d'électricité, leur exploitation, la production des outils de dessalement, osmose inverse, leur exploitation, plus tous les emplois en agriculture qui vont découler de l'eau disponible, il y a de quoi faire 1 million d'emplois. Et la digitalisation peut aider ça lorsqu'elle représente la situation. Oui, c'est la communication, c'est des technologies de l'information de la communication. On a des informations à la situation. Voilà. Merci, M. Othman. Brabi, juste un souhait. On est en train d'avancer en quelque sorte dans le programme national. Il y a une avancée. Bon, est-ce qu'il y a des contraintes, des problèmes dans certaines villes et dans d'autres, par rapport à d'autres? Est-ce qu'il y a plus de... Ça a une différence, sûrement. Est-ce que... Ce n'est pas mon souci, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour dire que djihadique non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais sûrement, il y a plus de contraintes dans certaines régions par rapport à d'autres. Sûrement. Maintenant, il y a sûrement de point de vue, la culture, la façon de gérer kiff. Maintenant, sûrement, il y a des différences. Et quelle est la situation par rapport à ce que vous avez vu, vous avez vécu et sûrement, il y a des... Alors, je vais vous citer l'exemple d'une de nos dernières activités, qui est ce qu'on appelle la caravane régionale PPP. Voilà, tout à fait, c'est une occasion d'en parler, de voir un peu... Donc, c'était l'occasion de dire, on doit le dire, que si quelqu'un a des contraintes, on en parle, et après tout, c'est le premier point pour les dépasser, les contraintes, c'est de les identifier pour les analyser. Donc, en fait, il y a la caravane régionale, ce n'est pas la caravane nationale d'information. La caravane nationale d'information, c'était une journée d'information. On débarque, on peut faire des analyses à partir de plans de Google, etc. Parce que dans l'équipe, on a aussi des membres qui sont des différentes régions, donc chacun a travaillé sur sa région. Mais la caravane régionale PPP, c'est une caravane au niveau du gouvernorat, mais au niveau de la municipalité, dans laquelle on a invité toutes les municipalités pour leur demander de nous donner directement quels sont tous leurs projets sans qu'on passe par les... Ils sont dans l'urgence. Les villes qui sont sur la côte, je peux vous donner un exemple qui peut paraître trivial. Donc, quand on fait la caravane, même la caravane d'information, nos conditions d'hébergement entre l'ouest et l'est, mais c'est édifiant. Il n'y a pas d'hôtel à l'ouest. Tout à fait. Il n'y a aucun hôtel. On était que... Je ne dis pas, donc je ne suis pas regardant du tout. Je me plains. Non, quand même, les régions, j'ai fait le tour de la Tunisie 2 ou 3 ou 4 fois dans le cadre de mes activités anciennes. Mais c'est vrai, il y a, ما نقولكش باش نلقى 4 ولا 5 étoiles في القصرين ولكن في القصرين je peux passer la nuitée. Je trouve معناها un petit hôtel sympathique pour passer la nuitée. معناها مش ديما باش نلقاو les hôtels 4 ou 5 étoiles اللي هما على الكوت. أما au moins معناها un hébergement correct. Ça c'est vrai موجود. Pourtant موجود في quelques villes. Alors, pour revenir au fond de la question, justement, ce qu'on a observé, c'est que c'est des problèmes surtout institutionnels. D'accord.
على خاطر فما كي عملنا الكارافان بي 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 لقينا فما pour l'instant on n'a pas fait encore les 24, on a fait que 5 pour l'instant في الكارافان régional, منهم 2 à l'est et 3 à l'ouest. Celles qui sont à l'ouest, les projets les plus basiques, traitement des eaux, gestion des déchets, اليوم 15 سنه الاموال مرصوده وبروجيات ما تعملوش. واحد كيما ماجد بالعباس قال لك c'est la plus grande réserve d'eau du pays, 30 millions de mètres cubes. وهما ما عندهمش périmètre irrigué. On a des problématiques là, c'est vrai, c'est vraiment. J'ai l'impression, je ne vais pas faire de politique ou quoi, mais des fois j'ai l'impression que c'est une colonisation intérieure. À la khadr, les circuits, c'est une question de valorisation. انت تنتج على البلاصه علاش ما عندكش une mini zone industrielle pour la transformation خاطر نحن ce dont on se plaint à l'échelle internationale on le vit à l'intérieur. وهو déjà les villes littorales تبارك الله معناتها elles ont les richesses ماهمش ناقصين. Et donc il faut, c'est ça qu'à un certain moment il faut savoir c'est même pas partager, c'est le fait que ولاد البلاد يرفعوا ما ليهم 15 سنه واقفين. Et depuis 15 ans, des projets économiques de base, maintenant, n'arrivent pas à voir le jour là-bas. Malheureusement. Ouais. C'est clair. Donc, c'est pour ça qu'il faut structurer sur un ensemble. C'est comme un cahier des charges. On a dit, comme je dis, les problématiques de la gouvernance, c'est qu'on n'a pas de cahier des charges pour la gouvernance. Dans tous les secteurs, tu as le concours, tu as un cahier des charges, tu as des solutions pour ce problème. Parfait. Ça veut dire qu'on a une ligne directrice et on demande à des experts de fournir des offres technico-financières et on adjudique en fonction d'un classement et on rémunère en fonction de l'avancement, sauf en politique. Tout à fait, tout à fait. Et ça ne pourra pas changer tant qu'on ne changera pas ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait d'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut, je pense, clôturer. Vous avez quelqu'un a une petite intervention avant de clôturer notre webinaire? Bon, apparemment non. Bon, non, c'est Tarek. On a juste reçu une question de professeur Karim Belkahla. Mais on le pose, on donne à notre intervenant de la possibilité. Apparemment, il a déposé une question sur la page d'IGIAC. Monsieur Karim ou la professeure Karim, il se dit et quels sont les risques et comment y faire face. Donc voilà, c'est ça. Ok, d'accord, merci. Je pose des questions par rapport aux risques. Ok, risque, d'accord. Bon, entre-temps, on a parlé de ça là, aussi. Je pense qu'Yasmine, il en a parlé un peu dans le cadre de oui, peut-être. On vient. Et allez-y, Yasmine, si vous avez si vous voulez intervenir par rapport à ça. Un petit point, parce que la gestion des risques, c'est ma spécialité de base en master. En fait, comme vous savez, il y a plusieurs types de risques. Il y a les risques naturels, technologiques et sociaux. Et bien sûr, la ville intelligente permet de réduire les risques. En fait, notre approche, pour reprendre, comme je vous ai dit, je ne vous ai pas donné tout le document développé. Mais nous, la ville intelligente, en fait, c'est le premier point de la ville durable. Intelligente, ça renvoie au projet de société de haute valeur ajoutée. Ouais. Puisque c'est de la digitalisation, la technologie, c'est ce qui permet d'améliorer les performances. Donc, c'est la dimension économique. Après, la ville intelligente, elle permet aussi de monitorer l'accès des personnes à une qualité de service. Donc, ce n'est pas que l'intelligence qui fait l'inclusivité, il y a aussi la question de la refonte urbaine qui permet d'avoir une justice spatiale. Et donc là, c'est une manière aussi d'anticiper les risques sociaux. Et le troisième point, c'est par rapport à la valeur d'éco-responsabilité, donc par rapport à la dimension environnementale du développement durable. Qui est durable, il est environnemental. Alors que durable, c'est économique, social et environnemental. Tout à fait. Et donc, dans l'environnement, dans la partie environnement, c'est là où on parle spécifiquement du risque, puisque au-delà de la question de l'empreinte écologique, elle favorise l'habitabilité des milieux et donc à un certain moment, elle réduit le risque de disparition. Il y a l'anticipation des risques. Et là, on revient sur le naturel de technologie. Ouais. D'accord.
Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Merci de votre intervention. Bon, c'était très clair et conçu. Ceci étant, sûrement il y aura d'autres d'autres rencontres parce que un peu le thème est assez vaste et il y a beaucoup de choses à connaître, entre autres. Merci beaucoup, Sir Ahmed. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette conférence et à très bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Voilà. Donc, Merci يعطيك beaucoup. الصحة سي طارق. بارك الله فيك. Merci, Nesrine. Merci à vous. Merci de votre C'était confiance. agréable, الحقيقة. C'était agréable et معناها vraiment c'était un moment de partage. Je pense et les Sir Othman ils travaillent dedans et depuis Ah oui, il est très impliqué. قاعدة نشوف ياسر اللي فرحان وكل شيء je le comprends خاطر c'est un moment de plaisir زاد de partager avec les autres. احنا الحقيقة on vient de découvrir برشا حاجات et ce webinaire c'est un peu زاد pour valoriser toute initiative nationale et donc voilà merci bien et, merci bien, merci à vous, à bientôt, Inch'Allah.